On se retrouve pour ce nouvel épisode d'STS, encore une fois avec Guillaume, mais aujourd'hui on est aussi avec sa femme parce qu'on va parler du lycée militaire, de leur rencontre et surtout de la vie de famille quand on est membre des forces spéciales. Bonjour tous les deux, merci d'être venus. On va parler d'une chose qu'on parle peu et encore il y a des influenceuses aujourd'hui qui se disent on va parler de la vie de famille, la base arrière. Là c'est la vie de famille, la base arrière des forces spéciales qui est quand même très particulier. Vous êtes rencontrés en lycée militaire. Qu'est-ce que le lycée militaire vous a apporté? C'est un monde qui est un petit peu particulier, déjà vous êtes très jeune. Qu'est-ce que ça vous a un peu apporté, Guy? Alors ça t'apprend en fait au final, moi plus jeune, ça m'a appris à me donner une certaine rigueur et un cadre. Je crois que j'étais un gamin un peu turbulent et donc là-bas on va t'apprendre un cadre. T'as l'impression effectivement d'avoir un cadre militaire, ce qui est le cas. Maintenant c'est un cadre militaire qui est tourné vers des enfants. On fait pas de toi un militaire avant l'heure. C'est pas le but. Mais cet encadrement, en tout cas, pour des gamins qui ont à un moment besoin de comprendre un petit peu, qu'on leur donne des limites, mais qu'en même temps, voilà, il y a cette espèce d'esprit d'équipe aussi qui commence un peu à naître, parce que tout le monde arrive de différents horizons. Et donc voilà, moi ça m'a apporté, si tu veux, des copains pour la vie, ça m'a apporté mon épouse pour la vie aussi. Donc effectivement ça a été des années extraordinaires et qui, je pense, ont été un vrai point de départ pour toute la suite de ce qu'en tout cas j'ai pu faire dans ma carrière, quoi. Pour les parents, voilà, ça peut être bien. Un enfant qui peut partir un petit peu à faire des bêtises, ça peut recadrer. Des enfants aussi qui ont un très gros niveau scolaire. On pousse un petit peu à l'élitisme dans ces milieux-là. Aujourd'hui, où l'éducation nationale, elle est un peu nivelée, je ne vais pas dire nivelée par le bas, mais ça nivelle un petit peu quand même tout le monde à un certain niveau. Si tu as un potentiel, on va te pousser, on va t'aider à aller un peu plus loin. Il y a effectivement, comme tu dis, il y a ce côté où on va pousser le jeune à se dépasser et à aller au bout de lui-même. Alors certains seront capables d'aller faire des classes préparatoires et préparer des grandes écoles militaires, ou autres d'ailleurs, parce que les lycées militaires, leur boulot, c'est de te donner le meilleur bagage pour pouvoir après, derrière, partir, faire ou tes études, ou rentrer, ce que tu veux. Voilà. Mais ils vont te pousser dans ce qu'il y a de mieux chez toi, et puis après, chacun trouve son niveau. Donc après, les gens peuvent aller en classe préparatoire, les gens peuvent aller dans des BTS à la fin du lycée. Voilà, il y a... Certains peuvent s'engager directement à l'armée. Exactement. Voilà, mais voilà, l'idée de ce lycée, c'est vraiment d'offrir aux enfants de militaires dont les situations sont pas toujours les plus simples, parce qu'à la maison, il faut accepter les absences, il faut accepter de subir aussi les retours, il faut accepter de subir ce qui va être lié, je dirais, à toutes les conditions d'une famille de militaires, qui sont les déménagements, qui sont toutes les phases de... justement, on va en parler, la vidéo elle sera faite pour ça aussi, c'est pour tout d'après, mais est-ce que c'est réservé aux familles militaires? C'est que pour les enfants de militaires ou pas? Non, alors c'est dans un premier temps, la priorité est donnée aux enfants de militaires, aux pupilles de la nation d'ailleurs à la base, mais après c'est sur dossier. Donc une fois que, je dirais, ils doivent faire une système de priorité, mais une fois que les enfants de militaires ont été placés au fur et à mesure, et en fonction des places qui restent, aujourd'hui même des gens qui dépendent de l'administration française, donc qui peuvent être peut-être d'un autre ministère que celui des armées, peuvent prétendre à rentrer dans ces lycées. Maintenant, effectivement, leurs enfants ne sont pas forcément prioritaires par rapport aux enfants de militaires, mais voilà, c'est pas fermé. Et justement, c'est le but, c'est au final de ces lycées, c'est de continuer très tôt à servir un petit peu l'idée du pays, quoi. Alors moi, tu vois, c'est bête, j'ai pas du tout été dans un lycée militaire, donc je connais absolument pas. Mais moi, ce qui m'a frappé après, parce que forcément, dans le monde des forces spéciales, il y en a aussi des gens qui sont passés par le lycée militaire, c'est le réseau. Vous connaissez tous, à des niveaux différents, parce que comme tu dis, il y en a qui vont faire des écoles prépa, donc ils peuvent rentrer comme officiers, d'autres qui vont s'engager directement, d'autres qui vont aller à Saint-Mexan, d'autres qui vont pas du tout rentrer dans l'armée, mais qui vont rentrer dans un système entrepreneurial que tu pourras rencontrer plus tard. Vous avez un réseau de fous, très jeune. Pas de fous, vous allez me dire non, mais vous avez... Ouais. Alors oui, tu as un réseau. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est exactement le type de structure où les gens arrivent de partout en France, et puis quand tu quittes cette structure, tu repars partout en France. Une grosse partie des gens va aussi dans l'armée, donc forcément, on se croise beaucoup. Comme tu disais, je veux dire, moi, j'en ai eu en équipe, il y en a eu dans les sticks, au sein des forces spéciales, des gens qui sont issus de ces lycées militaires, il y en a pas mal. Après, c'est comme tout. Le réseau, t'en as des bons, t'en as des moins bons. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit... Céline, c'est
en fait, tu te fais des amis. Et de ces amis, en fait, derrière, vont venir ton réseau. Par contre, Oui, quand je dis réseau, ça fait un peu malsain, genre Par je contre- veux m'en servir, mais Pas non, du mais tout. des fois tu es sur une base opérationnelle avancée, c'est ce que j'allais putain, tu dire. dis attendez, non, mais moi je vais voir mon pote, je suis en lycée militaire avec lui. On a l'impression que vous vous connaissez tous. Et en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que par contre, effectivement, en anecdote, je crois que sur une grosse majorité de mes théâtres et des déploiements, j'ai forcément rencontré quelqu'un avec qui j'avais été au lycée. Et puis, bah, s'il est dans une autre arme, dans une autre fonction, que toi, tu as besoin d'avoir tel ou tel service, bah là, Voilà, il y a un peu de exactement. Et donc, copinage, oui, donc oui, tu as cet effet de réseau qui passe par derrière. Maintenant, c'est pareil, c'est qui tout double. Mm. Les gens avec qui tu t'es pas entendu là-bas, Oui, c'est que t'as- ça va te suivre toute ta vie. t'attends pas Et ce qu'il justement, une tu vois, bouteille d'eau quand t'en as besoin, quoi. c'est toi, être une femme dans ce milieu-là, difficile à l'adolescence, surtout que du coup, toi, bah, tout ce que tu aurais pu faire ou ce que tu as fait dans un lycée va te suivre quasiment toute ta vie. C'est ça. Comment tout ça à s'est fait. passé? Ouais. De base, il faut savoir qu'en fait, là-bas, on t'entraîne à préparer ton baccalauréat. Mm. C'est ça, en fait. Avant Bah tout, un lycée militaire, c'est un lycée classique avec les mêmes matières que tu retrouves dans le civil, sauf que c'est l'internat qui est encadré par des militaires. Et c'est vrai que les valeurs qu'ils y apportent, qui t'amènent et qui te font partager, tu les gardes toute ta vie. La rigueur, la discipline, le cadre, se dépasser. Donner le meilleur de soi, je crois. C'était vraiment des choses Qui t'ont marqué. qui m'ont marqué, moi, Ouais. personnellement, au lycée. Et ce qui fait aussi que peut-être les parents, ils ont peut-être plus confiance à laisser leur Ah, fille en bah. internat dans quelque chose, on va dire, On a une encadré par des future militaires. demande, tu vois, à titre Ouais. personnel. Ah ouais. Nos enfants, Ouais, je pense aimeraient que- peut-être. Je pense que ce qu'il faut comprendre pour les parents, c'est que la vie de tous les jours, elle est pas facile. Je crois qu'être parent, on le sait tous aujourd'hui, il n'y a pas de mode d'emploi, donc chacun fait de son mieux. Maintenant, effectivement, ça c'est un outil qui nous est offert, à nous les militaires, de pouvoir à un moment permettre à nos enfants de garder une structure stable autour d'eux, parce que bah, ça va peut-être leur éviter les désagréments d'un déménagement au milieu des Mutations. études secondaires, avec les mutations. Ça peut leur éviter effectivement d'avoir à subir les retours, départs du parent militaire qui part à l'entraînement, en mission, et qui effectivement crée de toute façon à la maison en permanence un espèce de, déséquilibre. voilà, un déséquilibre permanent. Donc ouais, je pense que ça te permet de t'apporter pendant une période importante de ta construction d'adolescent, une structure stable et sereine. Et ça, pour les parents, bah, effectivement, je pense qu'on a tous envie du bien pour nos enfants et que cette structure-là, justement, elle te rassure là-dessus. Maintenant, être parent, on voit aussi que nos enfants, ils vont quitter le nid très jeunes. Donc voilà, c'est juste... faut juste être conscient de ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus facile pour les parents. Ouais, Et fin ça, du faut que collège, voilà. Il existe un collège il existe militaire. même Et le il collège, existe, ouais. il existe, il y a deux lycées militaires hein, qui ont des collèges encore ouais. en leur sein. Pour les tout petits. Mais effectivement, ouais, c'est quelque chose pas qui n'est pas facile. facile pour les familles. Et ça l'est pas non plus pour les élèves. Mais le bénéfice à en tirer derrière est quand même énorme. Est-ce que tous les enfants de militaires, du coup, du moins tous les élèves qui arrivent dans ce lycée-là, est-ce qu'ils ont à peu près tous la même mentalité? Est-ce qu'ils tous, ils sont assez structurés, assez, on va dire, dès leur plus jeune âge, à la maison, on va dire que c'était carré, c'était l'armée, il y avait déjà du dépassement, il y avait de certaines, l'altruisme, pour il y avait du certaines. dévouement, ou est-ce que des fois, non, vous vous rendez compte que tout le monde arrive un petit peu différemment, mais ce lycée militaire arrive à homogénéiser. rassembler, ouais, à Ouais, homogénéiser. ce qui est marrant, c'est... je pense que n'importe qui retrouverait ça quand il fait ses classes à l'armée. C'est-à-dire qu'en C'est fait... pour ça, moi je dis au ça, je sais final, pas, voilà, je le connais pas, mais je m'en c'est- doute un peu, tu vois. Mais non, en fait, tu as la même arrivée. Tu as la Ouais. même arrivée, c'est-à-dire que tu débarques là-bas, tout le monde arrive d'horizons différents. Tu as des gens qui ont vécu en cité, des gens qui ont vécu en campagne, des gens qui ont vécu à l'outre-mer, des gens qui ont vécu voilà, vraiment dans énormément d'endroits. Et d'un coup, on te met dans une classe, qu'on va appeler une section, hein, classiquement. Mhm. Et puis ça y est, bah, là, il faut créer quelque chose. Alors, tu as un chef de section, et puis bah, autour de ça, va se créer quelque chose. Mais je trouve que ouais, tu as plus de l'ordre des classes et de gens d'un ensemble, malgré que tu puisses avoir des gamins qui connaissent peut-être mieux l'armée que d'autres, des gamins qui vivent encore peut-être dans des bases, enfin, ce genre de choses. Non, je crois qu'au final, tout le monde est remis à zéro parce qu'il va falloir recréer quelque chose à ce moment-là pour ta génération, pour ta section, ta classe. Donc,
Tout est remis à zéro au départ. Est-ce que, alors tu vois, c'est un peu bête comme question, mais est-ce que tu as une sorte de hiérarchie dans les élèves? Est-ce qu'il y a le fils d'eux? Par exemple, je sais qu'en ce moment, il y a le fils dans un lycée militaire, il y a le fils d'un ancien chef de corps du 1er PIMA. Bon, qui n'a pas fini sa carrière, qui continue, mais il était chef de corps du 1er PIMA. Et il est fils d'eux. Est-ce qu'il y a une espèce de hiérarchie comme ça où vous arrivez à dire, ta vie de famille, la carrière de ton père, c'est la carrière de ton père, toi t'es l'élève dans le lycée et puis on est tous à zéro, ou il y a quand même un peu cette... Non, en fait, comme n'importe quel gamin, tout le monde s'observe pour essayer de savoir d'où tu viens. Surtout pendant l'adolescence. Ouais, carrément. Et puis c'est pour ça. C'est une question de connaissance mutuelle les uns des autres. Mais au niveau du lycée, ça n'a pas d'impact. Et puis, tu as un âge où tu auras toujours les plus rebelles. Donc, je dirais que la hiérarchie qui se fait dans ces lycées, il va y avoir celle qu'on connaît partout, c'est la loi du monde, c'est entre guillemets un peu la loi du plus fort. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, après, le deuxième, c'est l'esprit de cohésion, de classe et de copains. On a eu dans notre génération des gens dont les parents avaient eu des très hautes fonctions dans les armées. Aucune différence. Et d'ailleurs, ces enfants-là, pour certains, n'ont même pas choisi l'armée. Donc, on sent que tout est remis à zéro à ce moment-là. Je crois que c'est plutôt marrant d'entendre de la part de ces enfants des fois les trucs un peu croustillants que chacun aime bien. Parce que ça nourrit un petit peu d'imaginaire, ça peut donner, parce que t'as quand même des gamins qui ont envie de rentrer à l'armée, finalement c'est mettre un premier pied dans un système. Donc il y a plein de choses à découvrir un peu de l'intérieur qu'on t'expliquera jamais, et que là tu découvres de l'intérieur parce que c'est eux qui te le racontent. Mais non, ça fait pas... Quand t'es vraiment au sein du collège ou du lycée, il n'y a pas de problème. Après, au sein des classes préparatoires, alors j'en parlerai en tant qu'observateur, parce que je les ai pas faites. Possiblement, mais là c'est pareil, t'as des gens qui sont finalement, t'as beau être fils de quelqu'un, tu vas travailler pour un concours. Oui. C'est un concours. Ah non, les concours seront objectifs de toute manière. Donc, non, je veux dire, dans la vie entre les élèves, est-ce qu'il y avait une hiérarchie? Non, et ça c'est super. Ça c'est des valeurs de l'armée, c'est qu'on arrive à te dire, tous égaux. Vous êtes tous égaux et à vous de faire vos preuves. Exactement. Tu vivras pas sur le prestige de ta famille d'avant ou de l'argent qu'ils ont pu amasser. C'est pas parce que papa vient te chercher un Lamborghini à l'école que toi tu seras meilleur à l'école. Il faudra travailler comme tout le monde. Voilà. Ouais, et puis de toute façon, tout le monde a la même tenue, tout le monde est au même rythme. Il n'y a pas d'histoire de favoritisme en fait. Je veux dire, il y a aucun des parents, donc c'est chacun face à ses responsabilités. Donc non, au contraire, c'est même plutôt sain. Pour tout le monde, c'est-à-dire autant pour le fils d'eux qui à un moment va se retrouver au même niveau que tout le monde, que pour celui qui était anonyme. Plus ou moins anonyme dans les armées, ou dont les parents étaient plus ou moins anonymes dans les armées, et puis en fait il va se retrouver lui avec les mêmes gens. Donc il y a un côté marrant, c'est la période qui pourrait le rappeler, mais tu as un côté mise à zéro du service militaire, quoi. Voilà, on repart tous à zéro, même tenue, même uniforme, et puis après on verra la sortie. Donc du coup, vous êtes rencontrés en lycée militaire, que vous avez fait tous deux. Et après, toi, tu es parti à l'armée. On l'a vu dans l'épisode précédent, tu étais dans les troupes de montagne. Puis ensuite, tu as rejoint les forces spéciales. Une vie très particulière quand on est femme de militaire. J'aime pas dire femme d'eux, mais moi, c'est en fait à la conséquence de sa vie. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Souvent, les gens appellent ça la base arrière parce que voilà, les militaires partent d'une base pour faire quelque chose, sa base forte, c'est la famille. Est-ce que déjà, tu étais un peu préparé avec ce lycée militaire? Alors, y être préparé, oui et non, on va dire. Parce que quand tu fais le lycée, ça allume forcément une flamme chez beaucoup d'enfants. Cette attirance pour l'institution, qu'elle soit armée de terre, armée de l'air, peu importe. Mais je pensais pas qu'il irait dans ces unités d'élite aussi longtemps. C'est-à-dire que quand tu as une vie atypique comme celle-là, tu fais face en tant que famille aux absences, aux missions, aux entraînements, au stress qui t'emmène à l'anxiété, enfin voilà, cette épée de Damoclès, si tu veux. Au départ, tu es en couple, puis après, il y a les enfants qui arrivent. Ça, c'est encore autre chose. On va y venir petit à petit. On va dire que pour l'instant, sorti de lycée militaire, tu comprenais sa motivation. Je comprenais sa motivation et je ne voulais pas être un obstacle. En fait. Voilà, c'est déjà une belle chose. Moi, parce que lycée, femmes de militaire, des fois, elles arrivent, ou c'est surtout quand les femmes sont avant que l'homme parte à l'armée.
Nous, ça s'est fait très jeune. On lui dit mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu n'es jamais là? Pourquoi tu as choisi cette vie-là? À quoi ça sert? Le lycée militaire, c'est un peu fondé en toi ce patriotisme. Donc tu le comprenais un petit peu. Disons que tu as cette petite part de toi qui sert l'institution déjà en fait. Ouais, voilà. Et ça a fait naître chez moi aussi cette envie. J'avais passé mes tests pour Saint-Mex, moi aussi, l'armée m'attirait. Mais on s'est dit qu'à deux, faire carrière au sein de l'armée, c'était compliqué. Très compliqué, j'imagine. Après, c'est possible, mais après avoir des enfants, c'est pas possible. Et moi, je tenais vraiment à avoir une belle vie de famille. Donc oui, effectivement, j'ai changé de voie et puis je suis rentrée dans le monde des étudiants. Le temps de faire quelques années à l'université, le temps qu'il fasse ses classes. Et puis, il n'était pas là. Donc, en fait, j'étais en couple avec un fantôme. Ouais, c'est un truc un peu particulier, je pense, de notre histoire. C'est qu'effectivement, on s'est connus, on avait 16 ans. On s'est mis ensemble donc à cet âge-là. Et puis, donc, t'es gamin. Hein. Ah oui. Et donc, tu penses tout connaître, mais tu connais rien. Bah, ça, c'est, mais t'es un gamin. Et c'est vrai que c'est la particularité, pour le coup, de notre histoire. Mais ça a été beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, même très jeune, pour savoir quel choix, pour qu'elle puisse aussi comprendre ce qu'était finalement ma passion, parce que finalement, ce métier c'est une passion. Et donc ouais, il y a eu beaucoup de discussions entre nous. La particularité, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai rarement pu prendre une décision sans en discuter avec elle. Là où je mettrais un bémol, c'est que sur les premières années, j'en discutais avec elle, mais je prenais ma décision. Oui, parce que je maîtrisais. Voilà. Oui. La décision non, mais était déjà tant prise. mieux, il faut pas. Mais il y avait ça, mais parce que. Il faut pas si jeune se contraindre pour une femme, tu vois, malheureusement. Mais ou pour un homme. Et puis je pense que si tu veux, tu as aussi ton instinct, tu as aussi ce que tu as envie de faire, et tu vois ton point de départ et tout. Une liberté. Et donc, ça, c'est vraiment, je dirais, le cadeau qu'elle m'a offert, c'est qu'elle n'a jamais été un obstacle à ça, et que du coup, heureusement, grâce à la communication, on a toujours pu justement rééquilibrer le débat. Ça, c'est au début. Et puis après, une fois, je dirais que notre vie de famille, tu vois, c'est un peu plus lancé, que mon métier, j'étais entre guillemets sur des différents points à atteindre, ou voilà, une carrière, entre guillemets, pas à dérouler, j'aime pas le terme, mais à faire et à vivre. Et bien effectivement, on a commencé à adapter et à créer la base arrière. En fait, ce qui n'existait pas au début, c'est-à-dire que quand on est tous les deux en couple, c'est une base arrière de sentiments. C'est fébrile, voilà. Mais en soi, il n'y a pas d'accroche, voilà, c'est ça. Ouais. Là, après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu décides de devenir militaire, tu ne choisis pas un métier. Non, puis quand tu choisis une vie. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne choisis pas son métier. Non, mais tu choisis une vie quand tu deviens militaire. C'est pas juste un métier, c'est que tout va tourner autour de ce rythme de militaire, de ses absences, comme tu dis, tout. Et la première des choses, c'est que toi, très jeune, tu t'es même auto-contrainte complètement. À cette vie-là. Et complètement, c'est un super choix. Je me voyais pas être un frein pour ses envies. Non, mais tu t'es freiné. Et c'est ça qui est dur. Moi, et aujourd'hui, un petit peu. Oui, mais aujourd'hui, tu vois, on est dans ce monde que moi, je découvre de plus en plus égocentrique. Là, tu es dans l'altruisme. Ouais. Toi, le lycée militaire, t'as peut-être aussi, alors tu l'avais peut-être déjà, mais le lycée des militaires a dû amplifier ce côté dévotion, altruisme, sens du devoir. Au service d'eux. Au service de toi, c'est ça qui faisait que, peut-être, le lycée militaire a joué dans le fait que tu acceptes un petit peu de te mettre en retrait, acceptes de ne pas avoir la carrière que tu aurais voulu avoir dans les armées pour que lui le fasse. Tu as un truc assez fou qui naît aussi, si tu veux. Alors, par les temps qui courent, c'est toujours un peu compliqué d'en parler, mais tu as envie de servir ton pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de le dire. On a le droit d'avoir cet idéal de servir notre pays. Il n'y a pas d'âge, au contraire, et tant mieux. Maintenant, effectivement, le fait de rentrer dans l'armée pour servir son pays va faire que ton métier devient presque un peu égocentrique, tout va tourner autour de toi. Il faut être conscient du coup de ce que tu vas imposer, parce que même si tu n'es pas égoïste dans ta personne, le fait de faire ce métier va t'imposer d'être égoïste, par nature. Et en fait, cet égoïsme-là, il faut arriver à bien l'équilibrer, parce que sinon l'autre de l'autre côté, la Céline, pour mon cas, aurait pu se retrouver complètement mis de côté. Oui. Voilà, exactement. Donc ça aussi, c'est aussi le travail, je dirais, pour le coup de la personne qui est engagée, d'être capable de l'intégrer. Maintenant, là où je mets aussi un bémol, c'est que tout se construit. L'intégration, intégrer, je dirais,
sa moitié dans le métier dans lequel on est, c'est compliqué. C'est une histoire d'homme avec un grand H, hein, mais dans lesquels il se passe énormément de choses, pour lesquelles il n'est pas toujours facile de raconter, même à sa moitié, ou en tout cas, pas de raconter comme on connaît chez nous en popote. Peut-être que c'est plus facile de prendre le temps chez soi avant d'eux. Donc il y a vraiment tout un temps de construction en fait, du couple de la base arrière pour l'emmener à comprendre que je ne fais pas ce métier juste pour penser à moi. Non. Par contre, la sensation que ça peut donner, c'est ah bah oui, écoute, là dimanche, ça va tourner autour de moi, il me faudrait faire ça, est-ce que tu peux me faire ça, est-ce que je vais repartir? Donc en fait, on demande une base arrière capable de nous soutenir, capable de nous appuyer, s'il faut réutiliser des termes de mission, voilà, soutenir et appuyer pendant que nous on mène, c'est indissociable en fait. On ne peut pas faire notre métier sans une base arrière qui tient la route. Par exemple, le premier enfant. Comment ça s'est passé? Sans lui Alors, c'est ça, oui. déjà. Non, mais tu vois, je le sais pas. Voilà. La conception, il est là. Normalement, on n'a pas un Et encore, on a dû caler les plannings. Non, ok, il faut peut-être refaire un test de paternité du coup. Absolument pas. Au faciès, non. Non. Je lui laisse la parole juste après, mais effectivement, gros rythme opérationnel, on connaît. On est sur ce qu'on appelle les enchaînements de missions, doublettes, triplettes. Donc, c'est-à-dire des enchaînements à quasiment 4 mois de différence entre chaque mission, à peine plus. Donc, ça va très vite. Donc, effectivement, il y a un moment où il faut arriver à caler la famille au milieu. Les enfants, voilà, hein, il y a un moment, donc elle tombe enceinte, et puis quand on calcule un peu, on se rend compte que je serai pas là. Pas là et en mission. Et en plus, au début d'une Pas là mission, longtemps. et au début d'une mission très longue. Donc, effectivement, moi, quand je suis parti, donc elle était enceinte. Elle a accouché 3 semaines après mon départ. Et je suis rentré, le premier enfant avait 6 mois et demi. Et là, je lui laisse la parole parce qu'effectivement, moi, j'ai été papa, elle avait 6 mois et demi. Alors, on va lui laisser la parole, mais il faut comprendre une chose aussi, parce que beaucoup de femmes de militaires, pourraient écouter un petit peu le podcast, peut-être, si ça fonctionne bien. Ils vont se dire, ouais, c'est égocentrique, ils pensent que... Tu sais que moi, quand j'ai divorcé, mon avocate a été capable de dire à l'audience, mais monsieur, vous avez pensé toujours qu'à vous, donc maintenant vous allez payer. Elle se rend compte de ce que c'est de ne pas voir son enfant grandir. Double blessure. Ouais, de ne pas voir son enfant grandir, de ne pas être là dans tous les grands moments. Elle se rend compte, elle, avocate, qui est restée toujours là, à penser qu'à elle, à faire de l'argent, que nous, on se bat pour notre pays. Alors aujourd'hui, c'est dur à entendre, comme tu dis. De dire on se bat pour notre pays, c'est dur à entendre parce qu'on est dans un pays où mettre un drapeau français devant sa maison, c'est être facho. C'est exactement ça. Non, nous on aime nos pays, on aime le défendre. Aujourd'hui, les gens vont dire ça sert à rien. Mais pourquoi tu es libre en France? Pourquoi tu vis paisiblement comme ça? Parce qu'il y a des gens qui se sont battus et continuent de se battre. Et c'est dur, la vie de militaire, on va dire familialement. On a l'impression de penser qu'à nous, mais c'est hyper dur de ne pas voir grandir ses enfants. Alors dans ce que tu dis, en fait, c'est l'injustice du monde qui nous entoure. Qui fait qu'à un moment, en plus, on peut se retrouver en décalage et se dire que parce que 99% des gens qui sont autour de moi, qui ne sont pas militaires, ne comprennent pas comment je fais pour pas être là à un accouchement et qu'en gros, je suis un égoïste, ils peuvent pas comprendre. C'est compliqué, il faudrait, je pense, une grosse dose de pédagogie. Oui. Ouais, puis t'as ceux, effectivement, qui s'en foutent, mais t'en as d'autres aussi qui, je pense, ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça. Nous, je dirais qu'on essaie d'en être, entre guillemets, un peu la preuve, c'est-à-dire que ça fonctionne, ça demande à chacun à un moment de faire des sacrifices, parce que la vie, de toute façon, la vie de couple, il y a des sacrifices et des concessions, mais effectivement, ne pas voir grandir ses enfants, on le fait pas par plaisir. Oui, quand on est les 2-3 premières années, quand on apprend à sauter en parachute, tirer et faire tout ce qui sont nos gestes techniques, il y a un côté un peu exaltant et c'est différent. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, on aime notre métier, on aime ce qu'on fait, c'est une passion ce qu'on fait. Mais c'est pas pour autant qu'on aime ne pas voir notre famille. Et en fait, je pense que la plupart, on dira à quelqu'un, tu veux partir à l'étranger, faire une mission où il se passera rien, et tu le fais juste pour toi, pour l'argent, ou tu restes là avec ta famille, j'espère que la plupart diraient, non, moi je reste avec ma famille. Mais par contre, on va dire, là, il y a quelque chose sur feu, il faut que tu le fasses, personne ne le fera, c'est hyper important, tu verras pas ta famille. Et on dira, je vais pas penser qu'à moi, je vais penser à toute une nation et je vais aller faire la chose. C'est exactement ça, mais on en point de départ, c'est-à-dire envie de servir son pays. Exactement. Maintenant, qui dit envie de servir son pays, dit sacrifice pour son pays, et je pense que ces mots qu'on entend 14 juillet, 11 novembre, 8 mai, sur ces grandes fêtes, t'as
quasiment 200 000 personnes aujourd'hui en France qui le vivent d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la spécialité, qui vivent le fait de servir leur pays et qui le font au détriment de leur famille, parce que justement, cette cause-là qui est importante et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir un pays libre. Ça permet à tout le monde de vivre. Un pays exactement, un pays où aujourd'hui, finalement, on ne se pose pas vraiment des questions, alors que la guerre, elle est quand même pas très loin de chez nous. C'est peut-être parce que justement, tu as ces gens qui sacrifient, ces gens qui acceptent de ne pas voir grandir leurs enfants, de ne pas être là, au moment des accouchements, ces moments importants. Pour la petite histoire, nous on a deux enfants, j'étais pas là pour les 2 accouchements. Et donc effectivement, à chaque fois, ça demande de s'organiser, ça demande que la base oreillère ait aussi un soutien. Voilà, donc nous c'est notre histoire, c'est une aventure. Pour le coup, c'est une véritable aventure de famille, hein, c'est particulier. Mais je pense que si on discute et que si on y croit ensemble, ça peut fonctionner, ouais, ça peut fonctionner. Après, chaque couple est différent, il y a pas d'exemple, ou en tout cas de modèle. Il n'y a pas de vérité vraie. Il n'y a pas de vérité vraie, parce que chacun vit les choses à sa manière, comme il le peut. Je crois que chacun fait de son mieux. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, hein. Personne n'essaie de faire mal. Les gens essayent simplement de faire de leur mieux, et puis après, il y a des jours où c'est un petit mieux, et puis des fois un grand mieux. Mais voilà, ouais, effectivement, pour revenir sur le coup de l'avocate, c'est une double injustice, parce que c'est être jugé par des gens qui n'ont même pas conscience des choses. Et donc effectivement, ça c'est très dur. Mais ce problème-là, c'est finalement aujourd'hui le problème qu'on va retrouver très profondément chez les forces spéciales et dans leur famille. C'est cette espèce de décalage et d'incompréhension du monde qui nous entoure. Bon, on a laissé un petit peu notre côté patriotique sortir. L'absence pour cette base arrière, surtout pour une mère de famille, comment ça joue? Une appréhension avant le départ, je suppose. Oh, pas que. Pas que. Non, l'absence, tu as plusieurs absences. Tu as des absences pour les entraînements, des absences pour des stages, des absences pour des gardes, des absences pour des projections, les OPEX. Tu as plusieurs types d'absences. Mais c'est vrai que cette notion est très présente dans la vie de famille, puisque, pour parler chiffres, sur les 10 premières années où je tenais le calendrier, en moyenne, c'était à peu près 200-250 jours hors de la maison. Oui. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Alors, tant que tu n'as pas d'enfant, tant qu'on n'avait pas d'enfant, c'est vrai que chacun était concentré sur sa vie, son début de carrière, sur profiter un petit peu de sa jeunesse, sans avoir cette responsabilité derrière. Quand tu as les enfants qui arrivent, tout change. Déjà, que tu sois militaire ou pas, tout change dans ta vie, les enfants. Tu n'as plus que toi à penser. Tu n'as plus que toi. Voilà, et là, c'est au-delà de toi. C'est d'abord l'enfant et après toi. C'est ce que j'ai dit à des stagiaires là, ce week-end. Il y en avait qui étaient assez jeunes. Je dis, toi, tu es encore un enfant. Tu ne penses qu'à toi. Oui. Quand tu deviendras un homme, tu penseras d'abord aux autres et après un peu à toi. Quand tu deviens parent, que tu sois adulte ou pas, tu le deviens. Ah bah là, tu le deviens. Ouais. T'as pas le choix. Si tu as envie d'être responsable, d'être exemplaire, de faire de ton mieux. Tu peux essayer de gratter 6 mois comme j'ai fait, mais... mais oui, effectivement. Tu seras parent. T'as rajeuni de 6 mois, mais à un moment, tu prends le bâton. Mais effectivement, l'absence, c'est une grosse notion qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, pour lesquelles être informé en tant que base arrière est vraiment importante sur toutes les implications, tout ce que ça veut dire. Et c'est particulier dans le monde des forces spéciales, c'est pour ça, j'aimerais bien que tu puisses en parler un peu plus aux gens. C'est-à-dire que... Je vais te motiver à créer une chaîne Instagram pour que tu le fasses, oui, je vais le faire. Bien compris. Faut que tu le fasses parce que être dans les forces spéciales, c'est un rythme qui est différent. C'est une absence qui est différente parce que disponibilité à tout le temps, tout le temps. Ça, c'est un peu le militaire, mais il va être plus déployé, je pense. Tu sais pas forcément où il est. Non. La communication, quand il est là-bas, tu l'as pas forcément. Et tu as cette notion de danger. C'est pas qu'il n'est pas là. C'est que tu as cette notion de danger quand il n'est pas là. Tu as cette notion de stress permanente, en fait. Pour ma part, ça a été des années sous pression, de stress, d'ulcères qui se développent. Ça a des conséquences physiques Est-ce que tu as des clés? Est-ce que toi, tu as compris des choses à des moments dans les absences où tu disais « il faut que j'accepte ça pour que ça aille mieux » Écoute, je crois que sur ces 20 dernières années, j'ai eu le temps de faire le tour de la question
Et oui, effectivement, il y a des clés. Alors, je dirais la première chose, c'est de savoir penser à soi aussi. En fait, tu vois, tu disais pour les enfants, on pense aux autres. Mais si on veut tenir la route, il faut savoir penser aussi un petit peu à soi. Savoir souffler, se reposer, se régénérer, je dirais. Et toujours en essayant de faire de ton mieux. En essayant d'être une base solide, c'est-à-dire de tenir la maison. C'est-à-dire que il est pas là, comme la plupart du temps, la voiture tombe en panne, le garagiste t'appelle, te dit que c'est fichu, le frigo vient de lâcher, il y a une fuite dans la buanderie. C'est la loi des séries. Tu rajoutes un truc très particulier, tu le disais tout à l'heure, c'est que dans le stress ambiant de la famille, le côté force spéciale rajoute à la dangerosité. Cette dangerosité qui est poussée à l'extrême chez nous, quoi qu'il arrive, parce que tu demandes à cette population-là d'aller faire ces métiers ultra particuliers dont la dangerosité est forcément liée exactement à l'intensité de ce qu'on te demande de faire, rajoute une couche à la maison. C'est vraiment, et sans dénigrer aucune autre fonction, bien sûr, quand tu sais que ton mari, son boulot, ça va être d'aller voir ou chercher et trouver les plus gros terroristes de la planète ou d'aller chercher des informations qui aujourd'hui ne pourraient pas sortir sans une certaine prise de risque, même si tu ne le dis pas dans ta famille, même si tu le dis peu ou que tu en communiques. C'est une épée de Damoclès, tout le monde le sait. L'épée de Damoclès dont elle parlait juste avant, c'est la mort est présente. En fait, la mort du conjoint, elle est en permanence. Ou du père. Du conjoint, du père, de la mère, quand c'est une femme qui s'engage. Mais pour notre cas, effectivement, ma mort, entre guillemets, elle est permanente. C'est ça. Parce que déjà... la notion... L'inconnu de ses missions, l'inconnu de ses choses, fait que... Et moi, je m'en suis rendu compte, j'en parle là, mais et elle prendra largement le relais, mais c'est ce que j'ai imposé au final pendant plus de 20 ans maintenant. Ça a été vraiment cette ligne entre la vie et la mort permanente, dans une vie de famille. Et ça, rien que ça chamboule tout, quoi. Ah oui, ça chamboule tout, c'est sûr. Mais ces absences, tu le disais, il faut que tu arrives, toi, à prendre un peu soin de toi. Des fois, quand tu es toute seule, pendant 6 mois, il faut que tu arrives à prendre soin de toi. Ce qui est dur pour un militaire, c'est que toi, il t'a amené là où il travaillait. Ta famille, tu l'as pas forcément à côté de toi. Toi, quelqu'un qui va grandir dans ce milieu, qui va rester travailler dans le milieu où il a grandi, quand il veut aller se faire un ciné, il donne les petits aux grands-parents, c'est facile. Toi, tu les as pas à côté. Pas de famille, très peu d'amis ou tous éclatés aux quatre coins de la France. C'est toute une organisation qui se met en place. À chaque mutation, en plus, il faut renouveler. Donc, tout l'entourage médical aussi, qui devient vraiment qui devient difficile. Et le soutien moral. Reconstruire un réseau, reprendre contact avec d'autres épouses qui vivent parfois la même chose et qui, elles aussi, dans leur coin, se sentent beaucoup mieux en groupe pour affronter, avec des groupes de parole où on s'échange des tips, tout simplement. C'est-à-dire des petites astuces pour, alors tes enfants, ils font tel cauchemar, ils réclament papa, ils demandent où il est, ce qu'il fait. Comment tu fais pour calmer les crises d'angoisse, les pleurs. Plein d'outils existent, encore faut-il les connaître. Donc, l'armée a fait beaucoup quand même, non ? Ces dernières années, a fait beaucoup. Les plans famille, le plan famille a vraiment mis en lumière la difficulté du métier. La difficulté pour la famille de suivre son conjoint, que ce soit militaire, même pompier, gendarme, policier, tous ces métiers qui engagent non seulement l'agent, mais les familles. En fait, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place, des aides financières pour aider aux gardes d'enfants, des aides de déménagement, ça, ils ont mis beaucoup de choses en place, la communication aussi sur la prévention. Mais c'est vrai qu'il reste quand même toujours... Ils ne renforceront pas l'absence. Oui. Voilà, il restera toujours un point où ils auront beau mettre tous les moyens. L'absence est là, l'absence est difficile à vivre, à gérer, elle est source de beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, qui en tant que parent, t'as envie... Beaucoup d'engueulades aussi. Aussi, beaucoup d'engueulades. Et en tant que parent, t'as envie de protéger tes enfants de tout ça aussi. Donc parfois,
pas communiquer ou à Mais justement, vouloir les protéger. est-ce que, Guillaume, quand tu partais, il y a des missions, on peut dire où on partait. Tu vois, la bande sahélienne, c'était pas un secret, l'armée française était là-bas. Est-ce que tu le disais? En fait, on reste toujours. Le problème, c'est. Il y a ce qu'on effectivement on peut dire, et il y a aussi ce qu'on ne veut pas dire pour. Elle parlait des protéger. enfants. Pour Question- protéger. question de Il y a, sécurité. on se protège. Moi, effectivement, quand on dit l'endroit à nos enfants qui ont 5 ou 6 Oui, ils ans, peuvent le la répéter. maîtresse voilà, ils le peuvent sort, le hein. répéter. Ils peuvent le répéter, Voilà, donc ça, voilà, déjà, c'est c'est des, sûr, c'est ouais. des C'est risques que qu'il faut je pas trouve faire, de ouais. base à ne pas faire. Maintenant, il y a aussi, en fonction de ce que l'enfant entend dans les informations courantes et du pays dans lequel on va lui dire qu'on va, en fait, on peut allumer chez lui une flamme de peur, Ouais. alors que... Et tu vois, j'ai une anecdote assez marrante là-dessus. C'est pas un secret, de toute façon, notre président de la République l'avait dit. Sur la bande sahélienne, les forces spéciales ont été basées au Burkina Faso. Ouais. Et moi, je disais à ma conjointe de l'époque, bon, les enfants étaient trop petites, mais je disais, je pars à Ouaga. Ah. Elle, j'étais à Ouaga. Tout ce qui se passait au Mali, tu vois, j'y allais jamais. C'était pas mon truc. Je lui parlais de rien. Je vivais ma petite vie à Ouaga. Et en fait, un jour, on fait une grosse opération. On a un mort. Et après cette opération, on est dans un désert. On nous permet de prendre les téléphones satellitaires et juste d'appeler nos familles pour dire « T'inquiète pas, tout va bien ». Et en fait, au même moment, il y avait eu un coup d'État au Burkina Faso. À Ouaga. Et en fait, à la télé française, on voyait des voitures qui brûlaient, des machins. Et en fait, quand moi j'appelle, hyper inquiète, parce qu'elle me disait, j'ai vu ce qui se passe à Ouaga. Bon, je dis, ouais, t'inquiète pas, Oui, tu étais. on en est loin, par contre, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais tu vois, c'est bête, mais ouais, faut arriver à faire la relation. l'angoisse qui est créée des fois par des petites choses, il faut être aussi capable de préserver sa famille. Ouais. Et en plus, il y a... Alors, la première, c'est ça, c'est-à-dire, effectivement, d'être capable de, intelligemment, de dire... Il y a pas question de cacher, en fait. D'ailleurs, on ment pas. Là, il On faut Mm. pas. on dit juste ce qu'il faut Ce qui suffit. à l'âge dont les enfants ont besoin d'entendre. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été, et ça, c'est une prise de conscience pour l'après. On parlait tout à l'heure d'égoïsme. C'est-à-dire que faut pas oublier que nous, de l'autre côté, à un moment, quand tu as une vie de famille, quand tu as des enfants, quand tu as grandi, que tu as mûri aussi, tu prends conscience aussi de ce que tu déclenches sur ta base arrière. Et donc, tu as cette part, et je pense que certains pourront se reconnaître aussi dedans, de moi, je vais vivre en équipe. Je vais vivre des moments intenses en équipe, je ne suis pas seul. Alors que Ma femme, ouais. et alors nous, parce que un peu Elle est pour seule. compléter le tableau, effectivement, en plus, on a toujours été, voilà, on a été, quand on a été muté sur nos les deux endroits de travail, on n'avait pas nos familles du tout. Donc on avait encore moins, effectivement, elle avait encore moins ce soutien, je dirais, familial et pratique qui a été de faire. Et c'est vrai que, par exemple, moi, opérateur, tu te rends compte de l'autre côté, et tu as même cette espèce de gêne. Et ça, je pense qu'il faut que les familles soient conscientes de l'autre côté. C'est-à-dire que l'opérateur, il a quand même une gêne à partir. Il est triste à laisser sa femme parce qu'il sait que lui, il va peut-être même vivre des choses en groupe, alors que sa femme, qui, elle, si en plus elle vient à peine de déménager, pas de réseau médical, pas de réseau social, voilà, et tous ces ensembles-là qui font, enfin les accouchements, tous ces... Donc voilà, il y a une prise de conscience, en tout cas, nous, dans notre histoire, il y a eu ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment aussi de prise de conscience de l'autre côté. C'est pas pour autant que j'en ai réduit la voilure et que j'ai arrêté mes missions. Non, mais tu vois, mais par contre, cette prise de conscience a aidé. Voilà, Et et nous si a les gens aidé, qui quoi. écoutent ce podcast pouvaient se rendre compte, tu vois, on parle, demain c'est le 14 juillet, pas de secret, on tourne à la veille du 14 juillet, là demain c'est le 14 juillet, on va voir les militaires qui vont être mis à l'honneur, etc. Ça serait bien que tout le reste de l'année, on va dire les civils qui vivent leur vie, quand ils voient une femme de militaire qui est toute seule, ils la regardent pas un petit peu du coin de l'œil, genre on le voit jamais le papa à la sortie de l'école, ou elle est tout le temps tout seule à s'occuper des enfants. Ah ouais. Tu vois non, ça soit, on va l'aider, ouais. Elle, si son c'est mec une il est pas là, solidarité. tu vois, qu'il y ait de la solidarité, parce que je suis sûr que vous avez, comme tu le dis, tu arrives à créer un réseau de femmes militaires qui vivent la même chose, mais dans les petits villages, dans comme ça serait bien que les gens se disent, on est là pour soutenir. C'est À l'époque, compliqué. voilà, il y a longtemps, la Seconde Guerre mondiale, tous les hommes étaient partis, Ouais. la solidarité, on l'avait Elle retrouvée. était innée. On n'en est pas là, mais bon, ça serait bien que ce côté un petit peu solidaire, il revienne, quoi. En fait, elle en parlera mieux que moi, mais il y a cette espèce, effectivement, aujourd'hui, avec ces nouvelles générations, cette chape de plomb du regard et du jugement des autres. On l'a, nous, en tant que militaires, quand on est dans notre propre pays.
Mais elles, et là je lui passe la parole, elles le vivent 2 fois plus que nous et 2 fois plus fortement que nous. Parce que nous, on a encore une masse Une masse et un esprit d'équipe qui nous tient. Et puis quand on va rentrer le matin dans notre régiment, on est caché dans notre coin, on est bien, on est protégé. Nous, nos bases arrières, elles endurent tout. Elles endurent tout et surtout, elles sont à nu dans le monde de tous les jours. C'est-à-dire que si je devais rajouter quelque chose, je dirais que oui, effectivement, la solidarité autour de ces familles bases arrières, de ces foyers est vraiment très importante. Alors, entre femmes, 2 militaires, on arrive à se comprendre puisqu'on vit les mêmes choses. Et c'est vrai qu'avec parfois les civils, c'est plus compliqué. Mais en soi, je pense qu'à partir du moment où il y a cette présence de stress, de peur, d'absence, de mort, on peut toutes se retrouver. Perdre son conjoint, c'est un scénario... Oui, mais elles ne l'imagineront pas autant que toi, tu l'imagines. Ah non, pas tous les matins. Quand Guillaume il est parti, toi, tous les matins, je pense... Oui, tous les matins, en fait. Il y a forcément une fois dans la journée où tu l'imagines. Complètement. Mais c'est je ne suis pas sûr que la femme, sans dénigrer encore une fois, la femme du VRP, quand il part faire une journée de bureautique, tu vois, elle pense à ça dans sa journée. Effectivement. Ça met de la pression et du stress permanent. Et ça serait bien du coup que les gens qui voient tout ça, ils aient de la compréhension. Oui, et que toutes ces personnes qui ont envie d'intégrer les forces spéciales et pour pouvoir vivre leur passion et leurs rêves, et puis le côté engagement dans cette institution, ce serait bien que les familles sachent un minimum à quoi s'attendre, enfin que les conjoints sachent en quoi consiste d'être une base arrière, à quoi on va avoir à faire, à tous les dommages collatéraux. Tous les dommages collatéraux qui peuvent intervenir au fur et à mesure des missions que vous faites, en fait, et parce que c'est pas anodin et ça laisse parfois des traces. Moi, j'avais été frappé, en fait, par des jeunes opérateurs qui avaient trouvé leur copine, hein, puis après ils s'étaient mariés. Et en fait, ces femmes, à la base, elles étaient venues, il y avait eu un peu ce côté un peu sexy. De l'uniforme. Je sors avec un force spécial. Rockstar, quoi. Ouais, exactement. Oui, hein, de toute façon, je pense qu'il y a un côté rockstar dans tous ces métiers-là. Et puis en fait, d'un coup, quand le premier enfant arrive, alors là, ok, en fait, on découvre la vraie vie. Ouais, mais ça bascule. Il y a ce point de bascule, et ce point de bascule, c'est une où il a été bien préparé, ou alors ça va ramer. Maintenant, attention, hein, on s'en sort, c'est pas le souci. On y arrive. Mais ça va ramer. Non, mais il faut y être prêt. Exactement. On peut pas le découvrir sur le terrain, c'est pas possible. Disons que quand tu le découvres sur le terrain, tu as plus de chances d'être blessé. Que quand tu y es formé, mal, et voilà, ou que ça se sépare, quand tu reçois une divorce, petite formation de base pour justement te préparer à ça, savoir que les conjoints, il faut savoir développer une certaine autonomie dans sa vie de tous les jours. Savoir que il est absent, on a cap de papa, cap de maman à assumer, une certaine combativité, parce qu'on ne peut pas passer toute la journée à pleurer en ayant peur que cette épée de Damoclès tombe. On n'est pas tout seul en plus, donc il faut montrer un peu l'exemple et faire vivre aussi, faire vivre le conjoint, faire vivre le papa ou la maman qui est sur le terrain, qui est parti en mission et dire effectivement, oui, c'est... Il est ailleurs, il est là, faire comprendre à l'enfant qu'il n'a pas disparu, c'est qu'il est là, il n'a pas disparu, revenir, et en plus, il va faire quelque chose de beau, il va se battre pour nous. Enfin, il va faire son métier qui est censé protéger notre population sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est des notions que tu fais passer, en fait. Et effectivement, le point important, je dirais, sur tout ce que ça peut entraîner, c'est d'être informé sur toutes les aides qu'on peut trouver, que ce soit financière ou d'un point de vue social, toutes les entités sur lesquelles on peut s'appuyer, dont beaucoup dans les armées proposent en fait. Psychologues, médecins, tu as tout un panel en fait d'acteurs qui viennent épauler les familles. Et c'est vrai que, quand même, la solidarité qui passe entre bases arrières, elle est vraiment importante pour pouvoir justement échanger et se sentir moins seul. Parce qu'effectivement, parfois, il y a les militaires
sous prétexte de vouloir protéger leur famille, leur conjointe ou leurs enfants, mais un peu à l'écart, cette vie de famille, cette vie de militaire qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils essayent de vraiment séparer leur vie professionnelle, leur vie de famille, mais avec un métier aussi engageant, aussi passionné pour vous, enfin... Ça s'imbrique, tu peux pas séparer. C'est pas lui rendre service forcément à la famille. C'est pas rendre service à la famille, en fait, de totalement l'écarter. Toi, ça peut peut-être te sécuriser quelque chose, te dire ma famille elle ou est ma pas au femme, elle est un courant. peu loin de trucs, mais non, c'est pas l'aider parce que comme tu Absolument l'as pas. dit, les premières années, sur une année, il y a Ça- 250 jours, il est pas là. Oui. Tu peux pas la mettre en gainage pendant 250 jours. ta Ah famille, bah c'est sur pas 10 possible. ans, 10-15 ans, Et finalement, le point commun à tout ça et qui rejoint, c'est-à-dire que autant nous, pour faire nos métiers, on doit être bien préparés et bien se préparer. Ouais. Autant les bases arrières pourraient exactement finalement faire la même mission qui est la leur, elles doivent aussi être préparées. Elle devait être préparée. Ouais, exactement. On avait fait, tu sais, les petits débriefings là qu'on avait, les sas de décompression. J'avais eu un débriefing psy là, général, et un truc qui m'avait marqué. Les psychiatres nous avaient dit, vous, ça fait 4 mois, tous les soirs, votre problème c'est de rester en vie. Vous partez en opération, votre problématique c'est de garder la vie. Vous allez re-rentrer dans un monde normal où la problématique c'est que le frigo va pas être plein, où c'est les enfants vont être en retard à l'école, où t'as pas fait la machine à laver. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'en as rien à faire. il y a plus C'est la bon, vie, tes en petits fait. problèmes là, c'est bon, tu sais ce que j'ai vécu pendant 4 mois, moi, tes petits problèmes là. Alors m'embête pas avec ton truc. Mais la vraie vie, c'est ça. celle-là, c'est pas toi ce que tu dis vivais pendant 4 mois. C'est Toi, celle-là la vraie vie. Nous, on vit dans une bulle. On vit Exactement. dans une bulle. Et c'est dur, c'est dur à vivre Ah pour ouais, une ouais. famille. Parce qu'elle va voir un gars arriver complètement sur les nerfs, sur une autre prêt à planète. tout, Sur une voilà, autre planète. sur une autre planète. Il va l'envoyer chier en disant mais non mais t'as tort, mon gars, t'as tort. La vraie vie elle est là. Alors Ouais. pour la petite blague et la petite anecdote, à chaque fois qu'il revenait d'une mission d'Afrique, voilà, il a fait plusieurs pays, il avait interdiction de reprendre le volant les 2 premières semaines. Il ne respectait plus les feux rouges, les ronds-points, les stops. Ouais, Ça fait un peu peur. Ouais, non, Le clignotant c'était Oui. le klaxon, Ouais, le voilà, frein c'était ouais. le klaxon. J'ai dit, mais pourquoi tu conduis comme ça tu conduis à la mode du pays À l'Afrique. duquel tu reviens. Et mais ouais, t'as effectivement ce côté des sas. C'est marrant que t'en parles parce que notre génération, les sas, quand on a rentré, il n'y avait pas de sas. Non. On rentrait, on partait en mission, on rentrait, on était à la maison. Et puis l'Afghanistan. Le milieu de l'Afghanistan, c'est 2010. L'armée commence à se rendre compte qu'il y a des... Voilà, Il y a des ça problèmes commence- de ouais. retour. Et surtout, l'engagement a été pour le coup en Rude. vie mort Ouais. beaucoup plus violent que la fin des guerres ethniques dans lesquelles on faisait souvent beaucoup d'interpositions plus que de l'affrontement. Et donc là, ils ont commencé à mettre en place les cellules de psy et surtout les SAS. Et au final, les premiers SAS, comme n'importe quel débile de notre génération, ouais, c'est de la merde. Ouais, ça sert à personne ne rien. voulait y aller. Exactement, C'était une perte personne. de temps. personne Bon, n'y allait. finalement, ils nous ont appâté en disant, vous verrez, vous pourrez vous faire des bonnes soirées. Donc, de toute façon, on n'avait concrètement pas le choix. Mais aujourd'hui, après plus de 20 ans de mission et dont les quasiment 10 dernières dans lesquelles il y a toujours eu des SAS, parce que les générations Ouais. étaient faites, Ouais. aucun regret. Tout est perfectible. Mais nous, premiers opérateurs, grâce à ce schéma qu'ils ont mis en place, ça nous a permis à un moment d'entendre des discours, de prendre le temps et de s'éduquer au retour. Parce qu'effectivement, comme elle raconte, quand on rentre, on conduit plus comme tout le monde. Alors, je parle plus comme les les forces courses. spéciales parce que pour le coup, on a une extrême implication dans les métiers, dans le pays dans lesquels on va, donc, qui est quand même très complexe. Et donc, effectivement... T'as adapté ta conduite, t'as adapté ton langage, t'as Des adapté... émotions. Voilà, c'est tes émotions, j'allais dire, t'as adapté tes sens. Ouais, et puis sur des T'es trucs encore... hyper à fleur de peau sur tout. T'entends Et puis un tout, truc tu vois super tout, grégaire, t'anticipes tout. Voilà. Je vais prendre le cas de la nourriture. Nous, on se lève le matin, midi, soir, on s'en fiche, on passe, on a ou nos rations, parce que des fois c'est ration, attention, faut pas croire qu'on vit dans les ordinaires de... Mais des fois un petit ordinaire, ainsi de suite. Mais on pense jamais à faire à manger. Et puis effectivement, on parlait des courses. Bah, toi, tu rentres de mission, t'as jamais fait les courses, t'es devant un rayon sur lequel... Enfin, je veux dire, tout le monde s'est retrouvé devant ces énormes trucs où il y a des yaourts de partout. Et là, faut faire un choix. Ouais. Et bah là, Et toi, notre t'as envie de cerveau- tout, des fois. Alors, il y a... T'as Ouais, alors, tellement été privé pendant alors, 4 mois, voilà, des fois, que alors, t'auras quand- envie de tout. quand tout va bien, Mm. dans la tête du gars, il a envie de tout. Quand tout va mal, ça Il crée un bug. veut fuir, ouais.
Ah, Ça j'ai crée un vu- j'ai bug, vu le ça mec aussi, ouais. fuit devant ces petites choses de la vie courante, c'est-à-dire faire les courses. Bah, je suis pas habitué. Alors, je vais prendre mon cas, hein, qui est pas un très très bon exemple, mais au final, qui sert d'exemple. Ma mère m'a fait à manger quand j'étais petit. Je vais au lycée militaire, on me fait à manger. Je rentre à l'armée, on continue de me faire à manger. Je rentre le soir, chez moi, c'est ma base aérienne qui me fait à manger. Donc, effectivement, à un moment, faire les courses quand tu rentres de ces missions, ce genre de choses, c'est pas qu'on sait pas faire, parce qu'on le fait. C'est juste qu'on a un décalage complet. Et les SAS, tels qu'ils ont été créés, justement, nous doivent permettre justement d'avoir ce sas de décompression. Maintenant, faut pas croire non plus que 3 jours de sas vont permettre de remettre quelqu'un sur Non. les rails et lui dire que... Non, mais Mais ça, ils vont ça faire commence prendre à te conscience, réadapter. exactement. Ça commence Exactement. à En te fait, réadapter une vie. Ouais. c'est l'étincelle qui lance ta réadaptation au monde dans Mhm. lequel tu vas revivre tout simplement, quoi. Tu sais, nous, le premier sas qu'on a fait, on l'a fait dans le théâtre où on était. La grosse rigolade. En fait, on veut te décompresser d'une mission, on te laisse au même endroit Ouais. avec tes flingues. Ouais, c'était le problème. Et on te dit décompresser. Non, mais t'as pas compris. Ça marchera jamais. Ouais, exactement. Donc, ça a progressé quand même. Mais hein, tu ouais, vois, mais ça a carrément progressé. Ce qui est marrant, Ouais, c'est que je pense que nous, on est témoins de cette progression. Là où justement, demain, il faut que les jeunes générations elles soient conscientes que ce qui est mis en place et qui vont toucher, pour certains, leurs premières OPEX, leurs premiers SAS, là, dans l'année qui vient, et ben ça a une histoire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais, la et prise ça a de fait ses conscience... preuves. Ouais, Ouais. c'est carrément, ça fait Tu ses sais preuves. que moi, j'ai une mission, elle avait été très, 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 très dure. Très, très dure. On est retiré dans une autre base militaire française pour pouvoir nous être réinjectés, alors qu'une grosse partie, la quasi-totalité de la mission, donc on était 100, 90 mecs partent et nous, les SAS, on retourne sur le théâtre. Et en fait, cette étape-là, dans cette grosse base militaire qui était safe, quand on arrive en mode, tu sais, comme dans les films, hein, tout plein de poussière avec la tenue, machin, on arrive là, on nous dit, vous voyez ce KC-20 là, le conteneur de transport maritime, tout votre matériel ops, c'est là-dedans. On nous dit déjà, oh, ok, bon, t'enlèves ton casque, t'enlèves ton pare-balles et tu ressors avec ton flingue. Et on dit non, tout reste dedans. Tu te sens violé, Ouais, on se sent Ah, nu. nu. tu te sens nu, sans ton flingue, tu dis mais non, je laisserai jamais mon flingue. On te dit si, alors t'es obligé. Les premières heures, t'es pas bien. Les premiers soirs, t'es pas bien, tu dors pas parce que tu te sens pas en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas ton truc. Et à un moment, eh ben, les choses font que t'arrives à te détendre. T'arrives à te permettre d'aller voir un match de foot à la télé, dans la grande base aérienne. Alors que toi, tu pouvais pas. T'étais dans ta mission, t'étais prêt à faire aller tout le temps. Et ça met du temps. Je crois que nous, le groupe, on a mis 1 semaine avant d'accepter de pouvoir dire c'est bon. Allez, on peut se permettre de boire une bière, on peut se permettre de machin. Ça met du temps et heureusement qu'il y avait ça. Alors nous, on est reparti sur le territoire. Le reste de la mission est rentré, toute la partie logistique est rentrée. Mais heureusement qu'ils avaient eu ça. Parce que rentrer dans l'état où nous, on était de stress, d'agressivité en France, ça aurait fait des carnages. Ouais. Carnages. Alors, moi, des carnages, j'en ai fait. Et c'est vrai qu'après, avec le temps, l'avantage, effectivement, ça a été un moment de mettre en place des outils, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la solution, ceux-là, on ne nous les a jamais expliqués. Tu peux plus on nous rentrer les explique comme ça. très rarement. L'armée commence à travailler sur ce sujet, mais c'est comment nous préparer et comment nous donner, en fait, cette espèce de boîte à outils pour être capable de sortir de ton état. Parce que te Je pense que conditionner, l'armée l'a vraiment compris que ce côté psychique, il faut le préserver. Mais est-ce que la famille, tu penses, est assez aujourd'hui prête à déjà, ce qu'on avait dit, cette absence, ce danger de mort tout le temps, mais déjà autant prête à comprendre ce qui va se passer dans le psychique du militaire quand il va rentrer. Tu vois, parce que ça peut créer forcément des grosses tensions. Quand tu arrives, toi, tu es hyper agressif, tu es toujours dans ce truc-là, il va te falloir un temps, mais si la famille, elle n'est pas prête à le comprendre, que tu es comme ça, que c'est normal, qu'il faut l'accepter, qu'il faut Informer. prendre du temps, et voilà, c'est compliqué. c'est une éducation. Il faut déjà que la famille soit informée. C'est toute une éducation. Je sur pense l'état qu'on va vers psychologique. des années qui seront... Alors, parce que les années vont être plus dures, le système justement de soutien des opérateurs et des familles va aller de mieux en mieux. Il a commencé avec rien. Aujourd'hui, ça monte. On a le plan L'armée famille. avait créé donc déjà effectivement depuis 2010 ou 2011 un plan famille qui a après été revu et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire il y a eu une prise en compte matérielle des familles. Il y a eu une prise en compte matérielle des opérateurs. Aujourd'hui, on est sur le step justement du psychisme, de la psychologie des mecs. L'armée vient de prendre en compte la psychologie de ses opérateurs.
je crois, il faut être assez honnête, et puis tu es bien placé pour le savoir, que l'armée pense à peine, à l'heure d'aujourd'hui, au psychisme des familles. Et ça, c'est entre guillemets le truc de demain. C'est préparer, donner des outils à ces familles, de la même manière qu'on nous les donne à nous pour être capable de partir en mission et de rentrer de mission. Et ben c'est d'aujourd'hui effectivement d'avoir tout cet arsenal d'outils qui va permettre aux familles de pouvoir justement assurer le départ et assurer le retour. Parce que la famille en entier, dans sa globalité, père, mère, enfant, ils sont en mission pendant cette période. Ouais. Tout le monde est en mission.